avoir 18 ans. Et elle avait le permis de conduire. Oui. Et elle ne savait pas trop conduire. Oui, oui. Elle avait le permis de conduire depuis décembre 1916. Je lui ai vendu une Simca 6. Ah, Une Simca 6. Et je lui donnais des leçons de conduite. Et nous faisions l'entretien. Elle ne roulait pas énormément. Mais après, il y a eu la 2 chevaux que j'avais oubliée, mais la Simca 6, je ne l'ai pas oubliée. Il y en a eu des 2 chevaux. des 2 chevaux, il y en a eu plusieurs, oui. Ouais. Et de Paris, elle communiquait en période d'hiver, par exemple. À l'époque, on devait mettre de l'antigel au moteur. Elle avait pensé qu'il fait froid dans le garage. Et alors, j'y étais allé parce que j'avais la clé. Et je dois oublier des choses, sûrement. Mais enfin, j'avais la clé. La première voiture, c'était une 2 Dion-Bouton, non? Oui, celle de son père, oui. Celle de son père, Oui. c'est une 2 Dion-Bouton. Elle avait pour accompagner son père, faire ses visites. Dans les environs d'Ille, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Aussi bien du côté de Camels, tout ça, la Trinité, jusque de l'autre côté, Caramani. Non. Et par la suite, j'ai essayé d'apprendre à Simone. Simone. Ça n'a pas été un succès. Elle n'a pas Non. conduit longtemps. Ça n'a pas. C'est dans les virages de, Oui, dans les, parce que dans bon, les virages de elle a Vincennes, ça. elle a explosé Elle n'a jamais reconduit. la voiture. Non, mais elle n'était pas douée. Elle voyait pas bien, Simone. Elle avait la vue faible, oui. Je me suis arrivé Pierre parce qu'André, le docteur, pareil. Lui me mana, tamponava formiguera, je me caure allà també. Ah bon. Et c'était tous conduisait comme ça. On a fait des progrès, hein. Hein? Faut pas le croire. Si c'était le docteur que vous parlez, André. le docteur, Oui, oui. André, son fils. mon père disait qu'il lui fallait un embrayage tous les mois. Alors moi, comme c'était ma grand-mère, je l'ai forcément connue qu'en 51, pas 51, enfin, bébé, j'ai pas de souvenir, mais jeune fille, puisqu'elle est décédée quand j'avais 17 ans, elle me laisse le souvenir d'une femme très très moderne. Elle faisait tout. Elle était libre d'esprit, elle était effectivement, elle avait tout ce côté intellectuel avec tout un milieu catalan. À l'époque de Franco, il fallait pas trop... Oui, c'est sûr. Il fallait être prudent hein, quand on allait à Barcelone. Donc ce côté très libre avec beaucoup de gens qui venaient à la maison, qui parlaient. Enfin, on sentait que c'était un milieu intellectuel extraordinaire. Il y avait ce côté de peintre aussi, puisqu'elle partait partout avec son tableau. Et puis elle se levait à 5h du matin pour aller à la copée, aller dans les champs. Elle faisait tout. Elle faisait à la paroisse... Elle faisait du catéchisme. Les catéchismes, on avait tous les livres, hein, ça on était une culture, on avait tous les livres sur tous les saints à la maison, ça n'avait pas de problème. Et surtout, elle organisait les crèches vivantes à la messe. Enfin, c'était une femme complète. Elle s'occupait de nous, elle mettait sa vie en retrait. Elle s'occupait de sa mère. Elle s'occupait de Oui. sa mère. Elle ne parlait pas beaucoup d'elle. Hein. Elle s'occupait de mon grand-père, bon, il était ce qu'il était, hein, il fallait manger à l'heure. Mais à part ça, caraïbe, mais à midi, il fallait manger. Mais bon, il y avait sa place de grand-père, enfin, c'était une grand-mère parfaite, mais moderne, une femme très moderne. Et j'ai un souvenir, enfin, on l'a connue, on était en vacances en Vendée, elle s'est aussi âgée, enfuie de l'hôpital pour ne pas se faire amputer de la jambe. Vous connaissez cette histoire, bien sûr. Oui, parce qu'elle en Elle parle s'est dans son enfuie de journal. l'hôpital. J'ai retrouvé les livres où elle écrivait, parce qu'elle ne voulait pas être amputée, tant pis. Mais ça, c'était pas possible. Quoi. Courage, extraordinaire. Un bel exemple de vie, en tout cas. Une vie bien remplie, oui. Complète. Oui, complète. tout à fait. Et libre. Et très libre. Libre. Même si elle a toujours le sentiment de ne pas être arrivée à faire ce qu'elle voulait faire. En permanence. On a tout, hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Si je peux m'exprimer, je pourrais dire que la famille Gay, pour nous c'est Gay, a été toujours auprès de la famille Doutre et Le Sage. Je suis la fille d'Henriette Le Sage, donc musique, orgue, église et toutes ces familles qui étaient finalement des familles
croyante, chrétienne, et toujours près de toutes les traditions religieuses, était auprès des organistes et auprès des prêtres et de toutes les traditions religieuses du coin dit, de Saint-Michel, de Saint-Maurice et partout. Et j'ai des souvenirs de Madame Gay et de Monsieur Gay, parce que nous habitions la maison à côté, le garage Le Sage, avec le grand balcon qui donnait sur la terrasse, non, pas le palmier, deux maisons après l'ancien garage Caïs. Et Monsieur Thibault, qui était du coin aussi, connaissait toutes ces familles. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire, tu ne peux pas tout dire aujourd'hui. Mais autour de Madame Gay et de Jean-Sébastien Ponce, il y a mon grand-père Charles Doutre, qui lui composait les musiques sur les poèmes de Jean-Sébastien Ponce. Et j'ai beaucoup de documents encore que j'ai fait voir à Madame Delmoire l'autre jour, qui sont écrits de la main de mon grand-père, où c'est Sébastien Ponce, musique de Charles Doutre, et voilà, des compositions. Ce qui fait que Simonette, dont on a parlé tout à l'heure, venait prendre des cours de piano chez ma maman, que je voyais Simonette, que je voyais Madame Gay aux sorties de la messe, elle nous chaperonnait, et qu'elle nous invitait aussi à aller à la maison. Enfin bon, ce sont des familles qui se sont suivies pendant longtemps et qui ont partagé des moments de culture musicale, poétique, et qui ont fait de la Ville une ville qui était à ce moment-là très riche de culture et de musique et de vie. D'événements. Et d'événements. Tous ces documents que j'ai et qui sont relatés aussi dans les cahiers de Madame Vergès de Rigaudy et les familles de Serradey, Serradey, se sont trouvés dans la maison. Parce que ma mère les a recueillis au décès de Madame Vergès de Rigaudy, et je les ai confiés au cahier du vieilli, sur lesquels il y a des documents, enfin des lettres. Vous en avez là sous les yeux? J'ai le récit des jours où on a annoncé sa mort. Lisez-les. Moi je ne peux pas, mais vous allez les lire peut-être. Non, il se trouve que par ses amitiés musicales et poétiques, ma mère s'est trouvée en présence de beaucoup de moments où les familles, pour avoir une cérémonie, venaient voir ma mère qui jouait de l'orgue, et puis moi aussi après. Donc il y avait toujours des choses intimes qui étaient dites, qui étaient transmises par écrit ou oralement. Et là, il se trouve qu'à la mort de Madame Vergès de Rigaudy, il y en a beaucoup ici qui l'ont connue, la sœur de Mademoiselle Serradey, qui nous faisait le catéchisme. Ma mère a été voir un des héritiers, enfin le petit-fils, Emmanuel, et lui a dit: s'il y a dans tout ce que vous voulez vendre ou jeter des documents musicaux, gardez-les pour la Ville ou pour moi, parce qu'il ne faut pas brûler, il ne faut pas jeter tout ça. Alors il lui a dit: mais prenez donc tout ce qu'il y a et faites-en ce que vous voulez. Et elle a recueilli des cartons entiers de cahiers journaliers, sur lequel Madame Vergès de Rigaudy, tous les jours que Dieu faisait, elle écrivait le jour de son réveil, le jour de son coucher, le temps qu'il faisait, les événements dits. Et c'est une mine d'événements extraordinaires. Là, je vois le 27 mars, il faisait si froid que Tavo, sa sœur, s'est levée à 8 heures. Dès mon réveil à 6 heures, j'ai allumé le porche, j'ai allumé le poêle à bois, ce qui fait qu'il faisait très bon dans l'appartement. Nous n'avions pas encore
ouvert les fenêtres, les portes du rez-de-chaussée. Madame Vergès, notre voisine, etc. Et puis un peu plus loin, une triste nouvelle qui nous a appris le décès de Simone Gay, que l'on a hier, qui est décédée hier soir à l'hôpital de Perpignan. En sortant à 10h, Tavo, donc sa sœur, est passée chez Henriette. Ce devait être la cousine Henriette Serradei. Et elle avait annoncé la nouvelle hier. Tavo est allée à la maison mortuaire où elle était accueillie par André Gay, Jacqueline et Simonette. Ils l'ont conduite à la chambre mortuaire et sur son lit reposait enfin la pauvre Simone, marquée par la souffrance qui ne lui laissait pas de répit, et elle tenait à la main des feuilles où elle avait écrit les dernières lignes, car jusqu'au bout, elle a lutté contre la mort avec un cran remarquable. Les obsèques auront lieu demain à 11h. Le faire-part pour l'indépendant est collé à côté. Et on remarque que Simone Gay, née Ponce, a été rappelée à la maison du père le 26 mars 1969, dans sa 72e année, de la part du docteur et madame André Gay et leurs enfants et petits-enfants, le docteur et madame Gabrielle Giraud, et leurs enfants et mademoiselle Simone Gay, et ses parents et alliés, etc. Les obsèques auront lieu à Y le 28 mars à 11h du matin. Alors, c'est quand même étonnant que sur un cahier, on ait découvert tout ça, ce qui veut dire que c'était une personne qui avait marqué la vie d'Y, et évidemment les gens qui la connaissaient, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont là? Il y a la suite, il y a l'enterrement. La suite, regardez, voilà, et elle avait gardé la coupure de presse, elle l'a collée sur son cahier. À 15h, nous avons assisté, etc., à la récitation du chapelet, puis nous sommes allés au cimetière. Aujourd'hui, on pouvait y aller, le vent était supportablement froid. Et nous sommes allés tout de suite sur la tombe de Simone Gay. C'est quand même formidable d'avoir trouvé ça. On a été tout étonnés parce que ces cahiers, il y en a, je crois, une trentaine que je vous ai confiés pour les cahiers du vieilli. On arrivera à avoir des mines d'or sur plein de détails. Et là, si on voit, c'est des photocopies. Vous voyez, regardez comme c'est. Voilà, alors donc, par la suite, on a continué à fréquenter les familles Gay, Simone et puis tous les autres. Gardez ces souvenirs de personnes très, très influentes. Simone, veillant à ce que Noël soit bien marqué, et notamment le 26, per Saint-Estève, qu'il y ait une pastorale, on déplore en 59 encore mais il y a M. Capillaire qui pourra nous éclairer là-dessus, elle dit le texte de Bonafone, la pastorale qui a été jouée, eh bien elle est entre des mains de particuliers et on ne peut pas avoir ce texte-là. Donc elle le remplace, elle fait une pastorale au niveau des enfants qui vont la jouer, mais elle se préoccupe, et ça on le signale dans les revues locales, elle se préoccupe que des chansons catalanes soient insérées à cette pastorale. Elle a toujours fait attention à ce que la culture catalane, et je sais qu'elle le dit plusieurs fois, elle est profondément catalane, que cette culture soit présente au moins au moment clé de la liturgie. Et Noël en est un moment clé. J'ai un souvenir juste par rapport à ça. Je devais jouer dans une pastorale à Noël. J'étais un berger. Et moi le mouton. Et toi le mouton. Et moi, elle m'avait fait croire qu'il y aurait des moutons. Elle m'avait fait croire qu'il y aurait des vrais moutons. Oui. Et je devais chanter cette chanson et je devais faire le geste. Elle m'a dit, fais le geste comme ça parce qu'il y aura des moutons. Oui. Il faut que tu répètes le geste. Alors j'ai fait comme ça et puis bien sûr il n'y avait pas de moutons. Je me suis fait complètement avoir et j'ai quand même fait le geste et la chanson. C'est joli. Vous y étiez aussi dans cette pastorale? Pas l'année et cette année. Oui. Moi je faisais l'ange.
oui, bien sûr. Je bouffe pareil, juste. Avec les- bien habillé. Ah oui, moi c'était la robe en toile de jute. Hein. Oui, Le restaurant, c'était fait par les petits du catéchisme, Oui. en principe. Ah, c'est Ah oui, important. C'était, au absolument. début, c'était pour ça. Absolument. C'était les mademoiselles Serradell, d'Ergovier qu'ils avaient commencé, Ouais. et après, ça avait pris la suite. Maintenant, comme il n'y a plus de petits, eh bien, c'est les grands qui la vendent. Et La forme et de Il y a eu manière. quand même il un, savent c'est bien. récupérer dans le texte, c'est bon Oui, fois. mais- C'est il y a eu magnifique. un moment important pour elle, c'est quand même quand elle a Moi, eu je me rappelle, la pris les dernière jeux que floraux. Oui, Enfin, ça a oui, ça, été bien des sûr, moments bien aussi sûr. pour elle. Puis elle en a eu à plusieurs reprises, des Voilà, prix aux tout à Jeux fait. floraux, hein. Les jeux floraux, le prix des jeux floraux. Oui, oui. Le premier prix, elle l'a eu à la Gineste d'Or en 27. Puis elle a été primée à Barcelone, à Gérone en 30. Et alors le sommet, enfin, ça a été différent. Elle a participé à différents Jocs Florals de la Gangue catalane. Là, c'était donc après la guerre, où les jeux floraux en catalan se faisaient un peu partout. Elle a été primée à Paris. Je sais qu'elle est allée recevoir son prix à la Sorbonne. Et aux Jeux floraux qui ont eu lieu à Perpignan en 64, où elle a eu la flot naturelle. Et Voilà. Bon. Où on était demoiselle d'honneur, je me Voilà. souviens, et Marie Susplugas. il y avait était aussi là. Marie, Ah, oui, ouais. oui, Marie oui. qui était la reine, oui. Je me souviens, c'est vrai. Bon, il faut que là, oui. Allez, si. Allez, Maurice, fais. Moi, ce que je me suis régalé de voir ces femmes, ils avaient de la classe, mais Absolument. naturelle. Oui. Et ils moi, ils venaient là en vacances, tu ne savais pas, ils ne se plantaient jamais de rien. C'est bien tu le savais avec les gens qui parlaient dans la rue. Tiens, vous arrivat, oui, un poète arriva. Mais quel poète? Tu vois, c'était étouffant, on ne savait rien. On ne savait pas ce qui se passait. Et Simone, je les avais connus quand ils arrivaient de Versailles avec son Léon. J'allais avec mon bourreau et me cercar dans la jardinière, les mâles pour les amener. Parce que vous avez oublié qu'elle était tutrice de la cousine de Cogny ou de Galindo. Ah oui, et oui. il s'occupait du mal de Saint-Michel. Marguerite. Et oui, alors, moi je connais l'histoire, et alors, j'allais les chercher, et après, quand il arriva, je l'amenais chez vous là-haut. Il avait des jardins magnifiques, hein. Il y avait des filles et tout ça. Il avait le coup de filles, hein. Il montait sur l'arbre comme un Tarzan, semblable. Il montait sur les arbres, oh là là. C'est une femme, vous ne pouvez pas la... Il faut l'avoir vu manœuvrer pour la voir. Elle était l'armada générale. C'était une boulie. Il faisait le catéchisme au petit là-bas. Elle restait au Presbaï. Bon, elle a conduit de comédie de chevaux et le catastrophe. Vous savez, moi, je suis tout le monde. Il y a un Perrier, il y en avait un Perrier, tu te rappelles? Perrier. Perrier, oui. Et bien, il connaissait comme ça aussi, pareil. Il y en a quelques-uns, mais ça fait le charme de la maison. Nous, maintenant, Se distingue. elle a quand même le charme. Bon, voilà. Et Léon aussi, je l'ai connu, Léon. Léon, il était docteur à Figueres, à Formiguère, vous voyez. Ah non, André, Oui, mais il est à Formiguère. Oui. Il est parti là-bas parce qu'il était fret. Espouzoui. Et ça lui plaisait Vivienne pas. Espouzoui. Il est parti à Paris, il a fini à Gare d'Austerlitz, docteur du chemin de fer. Rue de l'Arrivée, il avait été, oui. Voilà. Ça ne lui plaisait pas là-bas. Enfin, il a aimé. J'avais connu la grand-mère, moi, En toilette. qui a fait la confiture. Et je vous l'avais raconté le soir au Padris, là. Il nous racontait l'histoire de Monte Cristo. Quel type che faisait de la saga cosine qui on racontait ça. Et là, alors, la première fois que j'ai vu le film, je dis, mais je vois bien, c'était exactement. Et alors, par épisode, c'est comme à la télé. Alors, demain, trouveremo la suite. Allez, il y a un spia, tu vois, le feuilleton, ça existait, ils n'ont rien inventé maintenant. Alors, on était les gamins, et alors après, ils faisaient la confiture. Parce qu'il y avait ces cuivres, je ne sais pas si vous en rappelez, il n'y en a plus, tout a disparu. Il y avait de ces cuivres, il tenait un parole, monsieur, il faisait une confiture d'abricot. Alors, une fois qu'il avait tout empoté, on était dehors, il me dit, Inès, montez-vous! Et alors, il nous donnait une liasque de pain, il n'y a pas un parole. Ça dit, il n'y a pas un parole. C'est une tradition, il n'y a pas un parole. Il n'y a pas un parole de confiture. Alors, c'était des souvenirs. E allora religiosa, la mattina, a missa primera, seconda missa, la missa della tarde.
Et le mois de Mali, alors le mois de mai, l'année, le mois de Mali, c'est le mois le plus beau. Hein. Et aquí, e allora passati due Mali, che come dire la messa, e ogni prestiamo, e vedi, da mai vindrà, dico. Et tu avais ta gros, la fête Dieu. Ah oui, les pétales. Oh, il était, I a Sant Miquel vau conèixer l'obrier que tenia, l'Isidora? ben segur que se coneixia, eren En petrocins. Isidre, ouais. Se coneixia, c'était son poder de pouvoir. Mais en agriculture, ce problème était noyé. Et il a pris des terres. Il y en avait une de terrain à côté de Roule, sur la route de Corbera, Oui, à l'embranchement là. près Et de bien, Cancardier. Oui, il avait beaucoup de terre, mais pour c'était pas son boulot. Ben quoi. non. Ah ben, Et puis, non, il a eu arrivé, des gars, en Isidore, il était brave. Isidore, il a aidé, il a vu, ils habitaient donc, au Mas de Marc. Ils étaient tous en frères. Et puis les deux autres, ils sont partis à Elne. Ils ont Ah. réussi dans l'agriculture. Hi havia un Josep Pla, també, que treballava al Mas. I deia que bon Isidro feia les coses, no fa perquè les tenia de fer, però que en Josep Pla ho feia ben net, era més, feia les coses més acurades. Ben Josep Pla et la Villa. Il n'était pas de... Oui. Hein? Il devait dire. Il y en a un de Josep Pla. N'hi havia un que treballava per ella, de Josep Pla. Et quand, à Grand 5, El mateix, va venir després que en Isidro, però van treballar junts. Isidre, il était réfugié à l'époque de Franco, en fait. Il avait fui l'Espagne. Et maintenant, c'est magique. Il avait fui l'Espagne, Isidre. Oui, Ah il oui. était réfugié. Il était réfugié de Franco, en fait. Hein. Et notre grand-mère, elle les avait vus camper sur la colline en face, Et elle les a avec accueillis. sa famille, et elle leur a dit, si vous cherchez où vous logez ou travailler, moi j'ai de la place et j'ai Et il du est resté travail. jusqu'à sa mort, en fait. Hein. Oui. Et ils avaient promis, la famille de Zidre et donc ses frères, ils avaient promis à leur mère, sur son lit de mort, qu'ils se marieraient jamais et qu'ils n'auraient jamais d'enfants, parce qu'elle avait perdu un fils pendant la guerre. Et donc aucun ne s'est marié et aucun n'a eu d'enfant. Et donc Zidre est mort. Zidro, c'était l'aîné. C'était l'aîné. Il avait une sœur et un frère à Argelès. Il allait Ouais, les voir ouais, de ouais, temps ouais. en temps. Ils ont réussi, ils étaient vaillants, ils étaient. Mais ils n'ont pas eu d'enfants non plus. Ah, bon, Ils ne ça, sont pas mariés. après, je les ai perdus de vue, moi, mais je les ai connus. Il y avait Roméo, donc, qui était. Roméo, oui. Roméo, et donc, c'est sa femme, donc, qui a été électrocutée. Ouais. Ils étaient là-bas. Et là-bas, il y a le jardin qui avait magnifique. Hein. Bon, il y a la langue sur le Gimenell, il y a au gour de Barral, au gour de Gourdé. Tout ça. Barral. Et le jardin, le canot. Et Et oui, vous parlez du champ. ils avaient. Hein? Pardon. Vous parliez du champ près de Corbert. Elle nous emmenait. Ah oui, il y Il y avait avait le les cerisier. Il y avait les cerisiers. Il y avait les cerisiers tout et autour, les oui. oui. pêchés. Et elle nous apprenait à cueillir les pêches. On n'avait Oui, pas oui. le droit d'y toucher. Hein. Si on cueillait, c'était la bonne. Hein. C'était interdit. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Le respect des fruits. On n'appuie pas sur une pêche. On n'appuie pas sur une pêche. Les cerisiers, c'est fragile. Enfin, ça, on savait tout. Et alors, elle nous disait surtout, tu vois ça, ces pêches-là, c'est pour les Parisiens. Nous, on va prendre celle-là. Et je Ouais. pense toujours à elle parce que comme je suis en Berry, j'ai des pêches de Parisiens. Oui, J'ai plus les pêches Non, elle d'ici. était, Et les voilà, voilà. cerises, elle demandait aux jeunes filles qui cueillaient les cerises. Et surtout, vous chantez, hein? Et Vous bien chanter. Hein? c'est une femme, il avait dans la classe. Je ne sais pas si je le lis en entier. Alors, le titre, c'est Une grande figure illoise disparaît. Jeudi soir, vers 18h, s'éteignait à l'âge de 72 ans à son domicile 1 rue de la Baraille, la grande poétesse illoise, Madame Veuve Gaille, née Simone Pons, sœur du regretté poète Josep Sébastien Pons, l'un des principaux artisans de la renaissance des lettres et de la poésie catalane en Roussillon. Cette nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et jeta Toutilles dans la consternation. Les obsèques de Madame Gaille se sont déroulées vendredi 28 mars à 11h par une froide matinée de printemps au milieu d'une assistance recueillie et nombreuse en dépit des rigueurs de la température. Au cours de la cérémonie religieuse émouvante dans sa simplicité, le frère Maurice, de l'ordre des frères des campagnes, fit un éloge bref, mais combien touchant de la défunte, exaltant la résignation chrétienne de la malade au milieu des amères souffrances qui précipitèrent sa fin. Il fit remarquer que la défunte, pendant de longues années, avait entretenu avec le plus grand soin la chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs et que, singulière coïncidence,
l'Église rendait à la regrettée Madame Gaille les honneurs funèbres le jour même où les chrétiens invoquent la Vierge sous ce vocable. Après l'absoute, le cortège nombreux et recueilli se dirigea vers le cimetière. On notait, outre la présence de la famille et de nombreux amis, Madame Plat, membre du Conseil général, représentant le canton de Vinça, et premier adjoint, délégué par M. Hichet, maire d'Ille-sur-Tête, malade, empêché de nombreuses personnalités, des représentants de divers groupements littéraires, messieurs Charles Bobby de la Tramontane et Edmond Brazès, tous deux mainteneurs de l'Académie des Jeux floraux du Genet d'Or, messieurs Jordi Père Cerda, Antoine Cayrol, Justin Péprach, le docteur Francis Catala et Henri Garrigue, poète et homme de lettres, monsieur Robert Gendre, représentant l'Académie nationale des poètes classiques et l'Association polytechnique des Pyrénées-Orientales, des représentants de la presse et de diverses administrations. Au cimetière, la cérémonie fut des plus touchantes. Voilà, c'est la partie la plus importante de l'article. Tu te rends compte d'avoir trouvé ça? C'est vraiment le plus grand des hasards qui a fait que j'ai gardé ces cahiers. Oui. Et tu trouveras dans tous ces cahiers plein de documents intéressants pour d'autres sujets. Alors, ce qui est aussi dans la conclusion, c'est que le journaliste fait le rapprochement. Il dit alors il cite un poème qui est le poème Cette neige, et il dit quelques années après ce poème vibrant, inexorablement, la mort a de nouveau fait son œuvre, réunissant à jamais les restes mortels de nos deux poètes tant aimés. Il parle évidemment de Joseph Sébastien Pons et de sa sœur. Et ainsi donc, à ce jour, 3 des meilleurs poètes de l'expression catalane reposent dans le modeste cimetière d'Ille-sur-Tête. Il fait référence à Jean Hamad. Oui, Oui. qui était au Jeu Floraux. Oui. Qui était au Jeu Floraux aussi. Ouais, je suis très contente que... Oui, ça remet en perspective. Les travaux, Et il y a un éloge donc aussi qui a été lu par Edmond Brazès en langue catalane. Et le discours de Madame Plat, donc juste après, en remplacement de M. Hichet qui était malade ce jour-là. Adjointe au maire à ce moment-là. Oui. Elle était première adjointe. Et le poème là. Ah oui. Le poème. Alors, oui. Mais il y est en français, là. Oui, il est, je pense, dans l'expo. C'est lorsque descend la nuit, c'est l'heure des adieux. Le Canigou fait face à la maison rustique. Ta sépulture est dans ses flancs. Blanche et mystique, la neige te recouvre et te cache en ces lieux. La nuit tombait, la fleur se fondait dans la neige et le ciel blanchissait comme un pâle satin. Le jour serein serrait mon cœur comme un piège. Pourquoi donc brille-t-il cet arc de Saint-Martin? Alors, on a cru bon, pour les besoins de l'indépendant et pour la commodité de la lecture, de faire la traduction d'un poème remarquable, écrit par Simone en catalan, à la mort de son frère, publié dans la dernière partie de La Gerre al Sol. Cette dernière partie, l'ensemble du recueil est très intéressant, mais les poèmes de la fin, où elle évoque la mort de son frère, la douleur qu'elle ressent, la douleur de sa mère aussi, car cette vieille Antoinette a eu la douleur de perdre son mari, de voir mourir ses enfants. Alors ça va être Solineu, non? C'est pas aquest? Cette neige, il dit, voilà. Oui, donc c'est aquella neu. Et Aquella neu. El Canigú a casa ten entrada. Quan cau la tarda és l'hora de la 10. Tan sepultat en sa falda morada i tan cobert amb tota aquella neu. Queia la nit, la viola es fonilla, blanquinejava el cel com un setí, punxava al cor la serenor del dia. D'on ve que brilla l'arc de Sant Martí? Quand on a enterré Joseph Sébastien Pons, il faisait très froid, c'était en janvier, il a neigé, c'était un temps à la fois très clair par moments et on voyait le Canigou avec du blanc, le blanc de la neige et le mauve de la montagne. Après l'enterrement, l'arc de Sant Martí, donc qui était horriblement traduit, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel s'est trouvé dans le ciel d'Ille, donc c'était comme un message, en somme, comme un message de l'au-delà. Mais surtout, ce Canigou mauve et blanc avait les mêmes couleurs que l'intérieur du cercueil.
Si bien que dans ce poème, on a l'impression, et Simone a cette sensation, que son frère a été enseveli dans le caniveau. Et oui, c'est à la fois très touchant et très vrai et très profond, parce qu'il est là. Son frère est là, et elle aussi. Et elle aussi, elle est présente. Elle est présente dans ce pays qu'elle a tant aimé. Ouais, c'était une sacrée bonne femme. Hem d'agrair doncs, el testimoniatge d'en Maurice Thibó, de les netes de la senyora Simona Gai, Antoinette i Marie Dominique, em sembla, de la Madame Le Sage, amb Marie-Ange, Madame Herman, de Monsieur Chapelle i en particular doncs, de la Miquela Valls. Això són pas records. I no és un testimoniatge perquè l'has coneguda, però perquè l'has estudiada molt i molt, i la feina que heu fet amb en Joan Lluís sobre aquesta exposició. Moltes gràcies a tots i recordeu que d'aquí a 10 minuts, ni tant, tenim un concert amb l'Estudiantina. Bon,